L'industrie automobile, c'est une jungle où tout le monde se bat pour prendre sa place sur la chaîne alimentaire. Certaines marques arrivent à totalement se transformer en quelques années, et souvent c'est une question de survie, parce que le monde de l'automobile est extrêmement brutal. Tous les jours, des dizaines de constructeurs se battent pour attirer votre attention, séduire les clients et écraser leurs concurrents. Et dans cette bataille, certaines marques réussissent parfois quelque chose d'assez spectaculaire, passer d'une image banale à une marque que tout le monde regarde. Et souvent ça se fait pas grâce à une révolution technologique ou un moteur incroyable, mais simplement en changeant complètement leur design et leur identité. Si vous connaissez cette chaîne, vous savez que j'aime vous expliquer les secrets du design automobile. Et en ayant travaillé dans cette industrie chez plusieurs constructeurs différents, je peux vous dire une chose, transformer l'image d'une marque n'a rien d'un accident. En fait, il existe une recette très précise à suivre étape par étape que les constructeurs utilisent pour renouveler leur style et la perception qu'en aura le public. Et aujourd'hui, on va décortiquer cette méthode. De la destruction de l'image de marque existante à la création d'une nouvelle identité, vous allez voir que j'ai divisé la vidéo en plusieurs grands axes à suivre, mais tout ça, ça peut être un peu théorique. Alors pour rendre concrète la leçon d'aujourd'hui, j'ai choisi de prendre le cas d'une marque que vous connaissez tous, Opel. Et là vous vous dites peut-être, attends, on va passer 20 minutes à parler d'Opel. Et oui, totalement, et vous allez voir que je fais ce choix parce que c'est l'un des cas les plus intéressants qu'on peut observer récemment. La preuve, c'est que vous connaissez tous la marque Opel, mais c'est pas vraiment votre marque préférée. Pourtant, si vous n'êtes pas aveugle, vous avez forcément remarqué un changement dans leur style, et c'est la preuve qu'ils sont en ce moment même en train de se réinventer pour prendre une place plus grande sur le marché. Du coup, c'est l'exemple idéal pour nous aider à répondre à la question de savoir comment une marque automobile peut transformer complètement son image. Ce que je peux vous prédire dès maintenant, c'est que leur stratégie va fonctionner dans les prochaines années, mais seulement s'ils arrivent à mettre en place un élément crucial qui leur manque encore pour le moment, et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Pour commencer à dérouler notre recette à travers la stratégie d'Opel, il faut qu'on prenne une minute pour poser la situation de cette marque, parce qu'une refonte du design ne part jamais de zéro. Et dans notre exemple, ce qui est fascinant, c'est qu'on a un cas rare de constructeur automobile qui, au premier regard, a vraiment toutes les cartes en main. D'abord, Opel, c'est une très vieille marque, créée en 1862, qui fait des voitures depuis 1999. C'est l'un des constructeurs les plus anciens encore en activité. À titre de comparaison, Ford a été créé 4 ans plus tard, les prémices d'Audi c'est 1909 et BMW 1916. Donc contrairement à plein de marques récentes, elle a une vraie légitimité historique. Ensuite, c'est une marque allemande basée à Rüsselsheim dans une région où vous avez plein d'autres constructeurs associés à des valeurs très fortes, la fiabilité, la rigueur et le sérieux industriel, ce que les Allemands appellent la Deutschqualität. Ensuite, elle appartient au groupe Stellantis comme Citroën, Dodge, Jeep ou Maserati, mais même au sein du groupe, elle est un peu différente. Il faut savoir qu'Opel a quasiment toujours fait partie d'un autre groupe dans sa vie, puisqu'en 1929, elle a rejoint General Motors et les équipes d'Opel ont toujours gardé leur esprit indépendant. En plus de ça, Opel c'est factuellement un des plus grands constructeurs d'Europe. Dans les années 60 à 90, la marque vend plusieurs millions de voitures par an chez nous, avec des modèles comme l'Opel Kadett, l'Astra ou la Corsa, qui deviennent à chaque fois parmi les voitures les plus populaires de leur catégorie. Du coup, c'est une marque qui a littéralement motorisé des millions de familles pendant des décennies et elle a toujours auprès de ses clients un gros capital sympathie grâce à des voitures solides, fiables et simples à entretenir. Et en bonus, on peut rajouter une histoire costaud en sport auto avec un championnat du monde des rallyes en 1982 et une division sportive qui a existé pendant longtemps, OPC, qui veut dire Opel Performance Center. Donc si on récapitule, ça donne une marque allemande avec une très longue histoire et une expertise industrielle qui a un passé sportif et une vraie légitimité. Au poker, on appelle ça une quinte flush royale. Et pourtant, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'Opel n'est pas perçue comme une marque désirable aujourd'hui. Alors pour changer la perception d'une marque, on a 3 leviers, la vision, le produit et la perception. La vision, c'est le fait de se positionner en tant que marque. Qui sommes-nous? Pourquoi on fait des voitures? Pourquoi les gens devraient nous choisir? Tant que ces questions ne sont pas clairement résolues, on peut pas donner de direction à la transformation. La vision de Ferrari, c'est de faire les meilleures voitures de sport. La vision de Mercedes, c'est d'offrir le meilleur, sinon rien. Chez Volvo, la vision, c'est de faire voyager les gens en sécurité. Et là, je vous cite des exemples qui ont jamais bougé, mais on a vu des changements de vision plusieurs fois dans l'industrie automobile. Pendant longtemps, Kia voulait être bon marché pour s'implanter, mais au bout d'un moment, ils ont décidé de changer complètement leur angle et leur vision, c'est devenu de faire des voitures modernes et désirables. Cette vision, elle va ensuite influencer tout le reste, le recrutement des designers, le style des voitures, la communication, et 15 ans plus tard, la perception de Kia a complètement changé. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui chez Opel. Pendant très longtemps, la marque n'avait plus de vision claire. Sous la période de General Motors, elle était coincée entre plusieurs identités. Trop généraliste pour être premium, mais pas assez abordable pour être une marque low cost, et sans territoire émotionnel fort. La marque a toujours fabriqué des bonnes voitures, mais personne ne savait vraiment ce qu'Opel représentait. Et les gens veulent plus qu'une bonne voiture. Le changement a juste commencé ces dernières années grâce à un trou qui est apparu dans le marché. Les Allemands font les meilleures voitures, mais toutes les marques allemandes sont soit trop haut de gamme et inaccessibles, soit généralistes et chiantes. Alors Opel va se concentrer sur une idée simple,
Devenir une marque allemande moderne avec toute la précision que ça implique, mais garder un côté accessible et cool. Une fois cette vision posée, on peut s'attaquer à la rendre concrète avec le produit, parce qu'au final, ce qu'on vend, c'est des voitures. Alors je vous fais un petit spoiler ici. Pour vendre des produits, il faut avoir des bons produits. Concrètement, si tu fais une 911, t'auras aucun mal à écouler tout le stock. Mais pour une marque comme Opel, changer le produit, ça voudrait surtout dire changer le terrain de jeu. Je m'explique. Les marques les plus fortes sont celles qui arrivent à couvrir tout le spectre automobile. Par exemple, Audi est capable de proposer des compacts, des 4x4, des berlines de luxe, des daily parfaits et des coupés. Même logique chez Porsche finalement, qui vend du Cayenne et des berlines comme la Taycan ou la Panamera, mais qui continue d'incarner la performance avec la 911. J'en parlais dans cette vidéo la semaine dernière. Et c'est justement cette capacité à naviguer entre plusieurs segments qui renforce la perception globale de la marque, parce que chaque type de voiture envoie un signal différent. Une citadine, ça donne un côté rationnel, un SUV, c'est polyvalent, un coupé, c'est statutaire, une sportive, c'est les émotions. Les marques qui réussissent le mieux sont celles qui maîtrisent tous ces signaux à la fois. Et le problème d'Opel, je pense que c'est qu'elle n'a pas encore cette liberté. Grâce à son entrée dans le groupe Stellantis, elle a progressé sur le plan technique avec des nouvelles plateformes, mais en contrepartie, elle doit évoluer dans un cadre très structuré. Donc pour l'instant, elle reste concentrée sur des segments très rationnels, les citadines, les compacts et les SUV pour la famille. Ce qui lui manque, c'est des voitures capables de changer totalement la perception de la marque. Un truc totalement inattendu pour eux en ce moment, genre une sportive ou un grand coupé, même s'ils en ont eu dans le passé. En vrai, c'est souvent ces voitures-là qui permettent à une marque de basculer dans l'imaginaire collectif. C'est ce que Dacia avait fait avec son Duster par exemple, ou Audi avec sa R8. Donc même si la vision a changé, les produits n'ont pas encore pu faire le grand saut. Du coup, notre troisième point important, la perception, met beaucoup de temps à changer. Mais heureusement, il y a un truc qui permet de transformer la perception d'une marque beaucoup plus rapidement sans ajouter un nouveau format à la gamme, le design. À quoi est-ce qu'on reconnaît une Rolls-Royce ? Même pas besoin d'élaborer, je sais que vous avez deviné. Pour réinventer un design en partant d'une page blanche, il faut passer là aussi par plusieurs étapes dans le bon ordre, et la première, c'est l'exemple de la grille chez Rolls. Il faut créer ce qu'on appelle un design cue. Un design cue, c'est l'élément visuel distinctif d'une voiture qui permet de la reconnaître immédiatement et de la différencier de la concurrence. Chez BMW, un des design cues, c'est le double haricot, même de loin, tu sais que c'est une BM. Chez Audi, c'est la calandre single frame qui donne la face avant très identifiable, alors que chez Volvo, ils ont joué sur les phares en forme de T qui s'appelle Thor's Hammer, le marteau de Thor. Chez Peugeot, il y a les griffes lumineuses qui sont devenues indispensables, Kia a inventé le Tiger Nose il y a quelques années, et Opel a bien trouvé son élément rien qu'à elle, le visor. C'est une surface noire horizontale à l'avant qui regroupe en un seul bloc les phares, le logo et tous les éléments qui sont indispensables aujourd'hui comme les capteurs ou les caméras. Pour moi, ce design cue, il a 4 avantages. Déjà, c'est super reconnaissable. Ensuite, c'est simple, ça évite d'avoir plusieurs éléments séparés en faisant office de masque technologique où tout est intégré. Ça s'adapte à tous les formats de voitures, surtout à une époque où on voit de moins en moins de calandres. Et bien sûr, ça vient élargir visuellement la face avant des Opel. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai déjà expliqué que notre cerveau aime les voitures larges plus que les voitures au design étroit parce que ça pose bien de volume au sol et ça donne une présence beaucoup plus dynamique. Donc le design cue, c'est fait. L'étape suivante après ce design cue, c'est de s'en servir comme point de départ pour créer un design language. Autrement dit, tu passes d'un simple élément reconnaissable, souvent sur la face avant, à un style complet pour ta voiture. On définit les proportions, les lignes, est-ce qu'elles sont plutôt droites ou fantaisistes, les surfaces, est-ce que c'est propre ou compliqué, et le style de l'intérieur. L'objectif, c'est que même sans voir le design cue, tu puisses reconnaître la marque, en vue de profil par exemple. C'est pour ça que tu distingues tout de suite un Range Rover d'un Jaguar F-Pace en vue de profil, même s'ils ont la même base. Une Volvo se reconnaît autant à ses surfaces très lisses et minimalistes qu'à ses phares. Une Audi, c'est tout aussi lisse, mais en plus on a des lignes tendues et horizontales, ce qui n'est pas le cas chez Mercedes par exemple, ou chez Peugeot, où c'est taillé à la serpe dans tous les sens. Je me suis renseigné sur Opel du coup, et j'ai vu qu'ils ont appelé leur design language Bold and Pure, littéralement audacieux et pur. Ah oui, petite pause. Il faut savoir que pour beaucoup de marques, le design language a un petit nom. Ça permet de résumer la grande idée derrière la philosophie du style. Chez Mercedes, c'est Sensual Purity, Hyundai a son Sensuous Sportiness, et Kia Opposite United. Pour Opel et son Bold and Pure, je comprends l'idée. Ils font jamais de volume trop compliqué, mais ils ajoutent toujours quelques lignes de caractère pour créer des surfaces qui viennent capter la lumière. Et il y a un détail qui revient à chaque fois, cette ligne centrale sur le capot, une sorte de crête qui vient relier visuellement l'habitacle à l'avant de la voiture. J'ai vu qu'ils appellent ça le compass, et ça permet de structurer toute la face avant autour de 2 axes. Le vertical avec ce pli central du capot qui descend jusqu'au logo, et l'horizontal formé par les phares et le visor. Ça crée une sorte de croix visuelle avec le logo Opel au centre, logo qui s'appelle le Blitz et qui a été modernisé récemment. Cette organisation, elle fait écho à ce qu'on voyait à l'époque sur la Opel Manta originale. Le design language n'est pas ultra audacieux non plus, mais ça correspond bien à leur vision. Combiner dans leur style le sérieux d'une voiture allemande avec la petite touche de modernité qui rend pas ça chiant.
Une philosophie design, ça s'applique aussi à l'intérieur, et chez Opel, ils ont fait ce qu'ils appellent le pur panel. A priori, l'idée, c'est de simplifier les choses, mais bon, ça reste une architecture classique, même si c'est vrai que c'est pas surchargé. Maintenant qu'on a un design queue fort et un design language complet, il faut l'appliquer sur un projet concret qui va déménager, et c'est notre troisième étape, le Halo Car. Le Halo Car, c'est un bon moyen de montrer au monde entier que la marque est en train de changer. Et souvent, ça se fait sous forme d'un concept car, présenté en grande pompe dans un salon. Ce nom de Halo Car, il vient de l'effet de halo, un biais psychologique très simple. Quand un élément est perçu comme exceptionnel, il améliore la perception de tout ce qui l'entoure. Or, automobile, c'est une bonne partie de la stratégie de Red Bull par exemple. On sponsorise un mec qui saute depuis l'espace, même si ça rapporte pas d'argent, mais c'est un truc extrême qui positionne la marque différemment par rapport aux autres boissons basiques comme Coca ou Ice Tea. Du coup, quand une marque crée une voiture très désirable, le public ne juge pas seulement cette voiture, mais commence à voir toute la marque différemment. Et pour la marque, c'est surtout une manière de dire voilà à quoi on veut ressembler, mais sans les contraintes industrielles ou sans les normes. C'est une forme de design à l'état pur. Par exemple, quand Volvo dévoile le concept coupé en 2013, on découvre les nouvelles proportions, les surfaces minimalistes et surtout les phares Torsheimer. Quelques années plus tard, toute la gamme Volvo ressemble à ce concept. Même logique chez Peugeot avec le Quartz, e-Legend ou Fractal, des voitures qui sont faites pour poser une direction qui va ensuite influencer les proportions, les signatures lumineuses et l'attitude globale des voitures. Bref, c'est pour ça que le concept car est si important, il permet de transformer un design language en quelque chose de compréhensible et désirable. Mais surtout, il crée une attente du public en préfigurant ce qui arrive. C'est ce qu'Opel a fait dès 2018 avec l'Opel GTX expérimental qui a introduit le fameux visor, posé les bases de Bold and Pure et défini la direction design de toute la marque. C'est lui qui lance toute la transformation et il a été suivi par d'autres concepts qui sont peut-être passés un peu inaperçus, notamment le concept Manta GSE où on commence à toucher quelque chose de beaucoup plus fort. C'est une réinterprétation moderne d'une icône des années 70 pour la marque, la Manta, et elle applique le nouveau design language à un élément d'héritage. Pour moi, c'est une bonne stratégie pour un Halo Car de rendre la marque désirable en reconnectant avec son histoire. Cette Manta GSE, on l'a pas vu beaucoup, mais c'est probablement le concept le plus proche d'un vrai halo émotionnel chez Opel aujourd'hui. En 2023, il y a l'Opel expérimental qui pousse encore plus loin la vision du futur d'Opel, avec l'intégration des éléments comme le visor ou la crête dans une silhouette moderne avec une aéro plus travaillée. C'est une projection du design Opel à long terme qui est carrément un manifeste de design plus qu'un Halo Car au sens passionnel. Mais pour la passion, récemment, on a vu apparaître la Corsa GSE Vision GT Concept, un pur fantasme de performance développé pour Gran Turismo qui montre un visage extrême et presque irréaliste d'Opel. D'ailleurs, c'est un projet spécial pour un jeu vidéo, donc qui crée du désir mais sans impact réel sur les voitures de série. Et ça nous amène à notre dernière étape pour bien réussir jusqu'au bout sa transformation design, déployer sur toute la gamme. Ça, c'est certainement la partie la plus difficile, parce que les bonnes idées et les concepts, c'est cool, mais après, faut que ça passe à la moulinette de l'industrie et que ça se transforme en vraie voiture achetable. C'est d'ailleurs là que les marques frustrent le plus les clients. D'abord, chaque voiture a des contraintes différentes. Une citadine, une familiale ou un utilitaire n'ont ni les mêmes proportions, ni les mêmes usages, ni les mêmes contraintes techniques, et ce qui fonctionne sur une berline peut devenir totalement incohérent sur un SUV. Il y a aussi l'aspect réglementaire, les normes de sécurité, hauteur de capot, visibilité, crash test, donc le design doit s'adapter sans perdre son identité. Et surtout, il y a un enjeu majeur, rester cohérent sans devenir répétitif. C'est un équilibre vraiment difficile à trouver, mais les marques qui réussissent ça sont les plus identifiables. Audi, BM, Alfa Romeo ou Porsche ont un design qui marche, peu importe le format. Et si vous avez bien observé, c'est exactement ce que Opel est en train de faire ces dernières années. Pour ceux qui étaient dans le coma, je vous rappelle qu'avant Opel, c'était ça. Aujourd'hui, sur les Mokka, Astra, Corsa ou même Grandland, on trouve précisément tous les codes qu'on vient de détailler ensemble. Ça donne un family feeling à l'intégralité de la gamme, et par rapport à avant, on a quand même quelque chose qui représente mieux la vision de la marque, un design language sérieux censé représenter la qualité des voitures. Bref, sur le papier, Opel a tout. Une vision claire, un design queue reconnaissable, un langage cohérent et déployé sur toute la gamme. Et malgré ça, la marque reste encore un peu en retrait. Elle est discrète auprès du grand public. Alors qu'est-ce qui manque pour transformer cette cohérence en désir ? Je commence cette partie par un disclaimer pour vous rappeler que même si je m'occupe de son cas dans cette vidéo, Opel est loin d'être une petite marque en difficulté. Elle vend beaucoup de voitures, elle est bien implantée et elle a un réseau solide. Mais si on en parle, c'est parce que son problème n'est pas économique, c'est un problème perceptuel et c'est pour ça que le renouveau design est si important pour elle. Dans le monde des constructeurs, il y a une différence fondamentale entre une marque qui vend et une marque qui fait rêver. Et Opel est aujourd'hui très clairement dans la première catégorie. Quand tu demandes aux gens leur marque préférée, elle est pas souvent sur le podium quoi. Mais si en plus de ses forces actuelles, elle pouvait faire rêver un peu plus le grand public, alors ce serait voie de gauche sur l'autoroute du kiff. Et pour moi, il lui manque un élément fondamental avant d'atteindre le statut de marque aspirationnelle et générer beaucoup plus de désir.
Au début, je me suis questionné sur son design. Ok, on a le visor, la crête de capot, et les lignes qui sont à la fois vivantes sans être compliquées. Mais est-ce que ça manque pas un peu de sel tout ça? Objectivement, c'est un design maîtrisé, cohérent, honnête, mais face à la concurrence, on peut se dire qu'il manque quelque chose. Alors je dis pas forcément plus d'agressivité, mais peut-être un peu plus de tension, un peu plus de spectacle. Quand des concurrents comme Peugeot, Cupra ou Hyundai prennent des risques visuels très forts, Opel reste plus mesuré. Et du coup, est-ce que ce design il est juste pas assez expressif? J'ai retourné le truc dans mon cerveau et en fait c'est probablement une fausse piste. Parce que leur style justement répond très bien à un besoin précis pour une bonne partie du public. Une partie du public qui veut pas forcément une voiture démonstrative, agressive ou trop clivante. Juste des gens qui cherchent quelque chose de sérieux et lisible, un peu statutaire, mais sans trop attirer l'attention. Et je suis sûr qu'il y en a plein des gens qui veulent pas une voiture de kéké. Sur ce terrain-là, Opel pour moi est très bien positionné. Toujours le côté allemand dans l'attitude, mais plus accessible et plus simple. Donc non, le problème ne vient pas du design en tant que tel. Le problème, je l'ai trouvé en faisant un tour complet de la gamme qui est présentée sur leur site aujourd'hui. Il y a des modèles qui peuvent convenir à plein d'usages et plein de familles aujourd'hui, mais il manque quand même une Halo-Car. Et là vous vous dites, attends, tu perds la tête, tu viens de nous dire que Opel avait fait ses Halo-Car. Et c'est vrai pour les concepts, d'ailleurs je pense qu'ils ont réalisé cette étape mieux que les autres marques. Le GTX a été le concept stratégique qui a amorcé le changement, la Manta est un concept émotionnel qui a reconnecté avec l'histoire de la marque, l'expérimental est un concept futuriste qui projette cette image plus loin, et la Corsa GSE Gran Turismo est le concept de l'extrême. Mais c'est là où j'ai relevé le problème. Pour l'instant, aucun n'a été transformé en vraie voiture iconique de série. Je dis pour l'instant parce qu'on commence justement à voir apparaître des signaux dans ce sens, avec une future Corsa GSE testée sur le Nürburgring qui pourrait s'inspirer du concept GSE Vision GT. Mais ça reste juste un début. Je m'explique. Quand Audi a sorti la toute première R8, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière pour les fans. Elle était connue pour le sport et les berlines, mais un coupé sportif aussi beau et abouti, ça l'a fait passer dans une autre dimension. La Peugeot RCZ a donné une image beaucoup plus émotionnelle à Peugeot. Chez Kia plus récemment, c'est la Stinger qui a complètement changé la perception de la marque, même si elle s'est pas vendue en énorme volume. Et encore plus proche de nous, la Hyundai Ioniq 5 a montré que Hyundai pouvait être audacieux. Toutes ces voitures, c'est des Halo-Car, mais c'est pas des concepts, on est sur des voitures de production qui viennent tirer toute la gamme vers le haut. Opel, pour l'instant, n'en a pas. Et pourtant, ils ont largement de quoi faire en piochant dans leur histoire. Que ce soit avec le nom Monza, qui avait été relancé en 2013 avec ce concept incroyable dessiné par Mark Adams, les mythiques Record, Capitane, Kadett, Ascona ou Calibra, mais plus encore avec peut-être un coupé qui pourrait reprendre l'esprit de leur masterclass, l'Opel GT. Une icône rebelle des années 60 au design incroyable qui sort d'ailleurs la même année que la Corvette en 1968 et qui s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires. 36 ans après, la GT est revenue dans cette version. Si vous avez grandi dans les années 90, vous l'avez forcément vu passer. Et plus récemment, il y a même eu un concept car censé préfigurer son retour en 2016, mais elle n'est pas encore revenue sous la forme d'une voiture de série. Alors peut-être que ce sera une piste qui sera explorée à un moment ou un autre, en tout cas moi j'espère, même si on sait bien que ces petits coupés, ça fait pas un gros volume de vente. L'objectif ici, c'est de réinstaller définitivement l'image de la marque qui a abattu dans les règles tout son travail de renouvellement. Mais ça pourrait aussi être une voiture plus proche du concept expérimental, qui aurait plus de potentiel commercial, parce qu'on serait sur une silhouette un peu surélevée mais en mode coupé, comme ça se fait aujourd'hui. Ça nous permettrait quand même de projeter ce design sur un volume beaucoup plus émotionnel et de faire rayonner la marque. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ma recette, et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres exemples. Si cette vidéo vous a plu, allez voir celle-ci juste maintenant où j'analyse en détail le système que Porsche utilise pour humilier ses clients et leur prendre un maximum d'argent. Merci à tous, à la prochaine.